Bonjour à tous, bienvenue dans TV Liberté, politique et économie. Il est là. Il est là, chers téléspectateurs. Vous le demandiez, c'est Pierre Jalavanich. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, ce ne sera pas le club des trois chauves. Ça sera le club des deux chauves. Des deux chauves. Mais nous avons une rentrée chargée. Absolument. Il y a une énorme actualité économique. Et par conséquent, nous sommes convenus, mon cher Pierre, que nous diviserons cette matière d'importance en deux parties. Absolument. Et donc, première partie sera consacrée plus directement à l'activité économique, et puis nous y serons pour la semaine suivante, mais dans la foulée, d'approfondir les questions économiques qui se posent à nous et au monde. Exactement, surtout que nos amis banquiers et financiers ont profité de l'été pour... Voilà. Bien sûr. Bien entendu. Hein, c'est très connu. Et alors, la date clé, c'est le 15 août. Oui. D'évaluation, enfin, suspension de la convertibilité hors du dollar par Nixon au mois d'août 71. Dévaluation, toutes les dévaluations françaises, ou presque, ont eu lieu au mois d'août. Bizarre. En 2007, en 2007, au 15 août, 8 août, allez, on va dire 8 août 2007, la BNP empêchait ses clients de retirer leur argent des produits financiers qui reposaient sur des crédits défaut swap et autres CDO basés sur les subprimes. Oui, donc voilà, oui, c'était la grande panique. Les CDS, Credit Default Swap. Et le 15 août 2008, c'était la banque, c'est Monsieur Trichet, qui a triché comme d'habitude, qui a balancé 800 milliards de liquidités aux banques parce qu'elles étaient en faillite. Il n'y avait plus d'argent dans le circuit bancaire. Voilà. Le mois d'août est un mois très faste pour les banques, mais l'est-il autant pour les clients des banques et les contribuables et les usagers de la monnaie? Non, pas vraiment. Non, c'est justement au 15 août en général qu'ils se font avoir. Bien fait pour eux, ils étaient en vacances. C'est ça, c'est le fameux indice Nikkei japonais. Indice Nikkei, d'accord. Sérieusement, mon cher Pierre, qu'avez-vous à proposer à nos téléspectateurs en matière d'introduction à la nébuleuse financière et monétaire? Par quoi allons-nous commencer? Je pense que la loi Sapin 2... me paraît une bonne introduction. La loi Sapin 2, on en a déjà parlé précédemment, on a largement prévenu tous nos spectateurs sur le fait qu'ils ne pourront pas récupérer leur assurance vie à un moment donné ou à un autre. C'était on va dire officiellement maintenant dans le Canard enchaîné, c'est paru mercredi dernier. Oui, en effet. Donc c'est un texte en Arial 2, donc il faut une loupe pour bien le voir. Et c'est rédigé de manière assez absconse, un peu comme la loi du 3 janvier, et qui permet en fait au gouvernement si les circonstances, on va dire pudiquement comme ça, si les circonstances ne le permettent pas, voilà. Donc d'empêcher les Français de retirer leur argent des assurances-vie, numéro 1, et ensuite, numéro 2, bien entendu, de baisser la rémunération. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors pourquoi tout cela? Eh bien, on va l'expliquer à nos téléspectateurs. Tout simplement, les taux d'intérêt négatifs. Encore une fois, les banques ont bourré les portefeuilles d'assurance-vie d'obligations d'État, des emprunts d'État. Absolument. Qui servent des intérêts extrêmement faibles. Il faut quand même comprendre, chers téléspectateurs, que tout intérêt faible est un transfert de richesse. Du prêteur au bénéfice de l'emprunteur. Et comme l'emprunteur, c'est l'État, on peut considérer que c'est une forme d'impôt. Qu'en pensez-vous, Pierre? Mais c'est une forme d'impôt. Voilà. C'est un racket, même. C'est un racket sournois. C'est un racket. Et d'ailleurs, à ce sujet, alors justement, c'est tombé cet été, on a une déclaration très intéressante du Lord Rothschild, Jacob Rothschild himself. Lui-même, oui. Pause, parce que là, il faut que je retrouve. Alors, en attendant, on peut expliquer quand même que la loi Sapin 2, dans son article confidentiel, ne permet pas aux détenteurs d'assurance-vie de faire du rachat partiel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas récupérer leur capital, faute de quoi, s'ils le pouvaient, c'est ce que craint M. Sapin, il y ait une forme de bank run. Enfin, ce ne serait pas un bank run, ce serait un insurance run, pour parler français, une ruée sur la banque.
Sur l'assurance, pardon. Le canard enchaîné parle clairement c'est pour éviter la faillite des banques et des assureurs. Mais il a raison. C'est un risque que le tapis leur soit retiré sous les pieds. Alors, juste pour revenir sur l'ordre Rothschild. Alors, Jacob Rothschild a fait une déclaration très très intéressante donc cet été. Alors très pudiquement, donc avec la tasse de thé dans sa main droite et le petit doigt levé, n'est-ce pas, nana. Il a dit que là, we're in an uncharted region. Donc nous sommes en pays inconnu à cause des taux négatifs. Et en conséquence de quoi, je vous résume, il ne répond plus de rien. Et il recommande à tout le monde la plus grande prudence. Vos spectateurs, vous retrouverez sa déclaration exacte sur quotidien.com. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant que Lord Rothschild sorte de sa réserve parce qu'il n'a pas l'habitude d'apparaître comme ça et de faire une déclaration, sachant que tout le monde, tout de suite, effectivement, écoute ce qu'il dit. Ce Lord Rothschild, bien entendu, est toujours très très discret. Et ça va dans le sens d'une autre déclaration de Jamie Dimon, qui a été le patron de la JP Morgan, Chase, donc l'une des plus grandes banques américaines. Donc c'était la semaine dernière. Il a fait une déclaration comme quoi il demandait en fait clairement, c'était un ordre quasiment qu'il donnait à Madame Yellen, de remonter les taux d'intérêt. Oui. Donc on voit bien. Il dit on va remonter juste de 25 points ou 35 points de base, ça fera de mal à personne. Ça fera de mal surtout aux déposants, bien entendu. Et surtout, ça permettrait à sa banque d'engranger des milliards, quoi. Évidemment. Et l'article de la loi Sapin 2 nous interdirait de vendre pour aller vers des obligations mieux rémunérées si d'aventure les taux montaient. Bien sûr. Il s'agit donc de rendre captifs les épargnants, ce qui est quand même proprement scandaleux, de la part de M. Sapin, qui ne s'en est d'ailleurs pas vanté. Non, mais ils ne peuvent pas s'en vanter. Mais ce qui est intéressant là, dans les taux négatifs, en fait, on a eu cette information très, très intéressante. Alors ça aussi, c'était le 29 août. Alors par exemple, il y a une banque belge qui s'appelle KBC. Donc vous pouvez aussi le dire, il y a KBC, oui, c'est ce que j'ai dit dans le truc, KBC des taux. Donc ils ont passé leurs clients au Karcher du taux 0%. Bam. Littéralement. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les assureurs belges ont fait voter une loi au gouvernement belge, donc, parce qu'ils ont des contrats d'assurance vie qui sont rémunérés à 3 ou 4%. Et donc, cette loi a permis d'annuler en fait cette rémunération. Donc d'un côté la publicité de je crois que c'est AXA, j'en suis pas sûr, c'est de la publicité mensongère, et donc là il va y avoir bien entendu tout un tas de procès puisque tous les retraités qui ont mis leur argent là-dedans, là aussi indice japonais, voilà. C'est absolument, mais c'est partout en Europe maintenant. Donc à tous les retraités, on vous le redit, votre assurance vie, franchement, je vous le dis, vous ne la reverrez pas. Voilà, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et bien entendu, la rémunération, elle sera remise à zéro. Et c'est pas faute de l'avoir dit par anticipation, Pierre Jovanovic. On l'a déjà dit ici il y a un an. Et certains internautes nous ont reproché de l'avoir dit, d'être des catastrophistes. Or, aujourd'hui, tous les paramètres concourent, même M. Sapin nous le démontre, que vous aviez raison. Oui, bien sûr que j'avais raison, mais c'est évident. Je rappelle, j'étais le premier je parlais des taux négatifs déjà en 2009 sur la revue de presse, parce que l'utilisation massive de la planche à billets, de la monnaie de singe, ça développe une hyperinflation, mais quel que soit alors quand les banques centrales contrôlent tout ça, ça développe les taux négatifs. Alors aujourd'hui, ça développe les taux négatifs. Alors il faut surtout pas en parler. J'ai vu BFM, Nicolas Dose sur BFM qui a expliqué les taux négatifs, mais il se moque des Français. Il dit oui, c'est normal. Mais c'est monstrueux de ne pas dire qu'en fait c'est un impôt, comme vous le dites. Justement, c'est bien. C'est même pas un impôt déguisé, c'est du vol. C'est du vol. Mais le propre des banques, du système bancaire international, n'est pas de créer de la richesse, mais de la transférer. Oui, c'est le vol. Voilà. Et cette oligarchie financière, cette
pseudo-élite financière s'est emparée du pouvoir. C'est elle qui a la réalité du pouvoir dans le monde aujourd'hui. Mais on le voit. Alors, simplement... Sapin, il n'est pas arrivé avec cette loi par hasard. C'est tous les grands patrons de banque et les grands patrons d'assurance qui sont venus frapper à la porte de Bercy pour lui dire là, Coco, là, il faut que tu te dépêches, sinon on va faire faillite. Hein. Et là, tous les retraités, ils vont pleurer. Là, ça va être encore pire pour toi. Alors, dans le même genre... C'est du chantage. Il y en a un que vous avez souvent cité ici même, qui n'est pas de vos amis, c'est Larry Summers, qui a été l'expression de Wall Street, le porte-parole des grandes banques, qui n'a jamais travaillé de sa vie, je précise. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il est sorti de l'université et ensuite il était dans une banque, dans la Fed, etc. Enfin, toujours conseiller, machin, bidule. Voilà. Et ce monsieur, porte-parole officiel de l'oligarchie financière, est en train de nous dire, attention, il parle comme Rothschild, attention, ça va vous exploser dans la figure. Mais, attention... Larry Summers, c'était exactement le même qui en 2008 disait qu'il fallait utiliser la planche à billets. C'est les mecs qui retournent leur veste, vraiment du jour au lendemain. Tiens, je vais retirer ma veste. Mais le problème... Je vais retourner ma veste. Le problème, est-ce qu'elle est retournable? Elle est retournable. Je pense, ouais. Ah, mais elle est rouge à l'intérieur. Elle est rouge. Je vais retourner ma veste en l'honneur de monsieur Larry Summers. Tiens. Je l'ai jamais fait. Et ben voilà. Je retourne ma veste en l'honneur de tous ces banquiers pourris. Démonstration en direct. Démonstration en direct. Non mais c'est incroyable, ces mecs-là. C'est comme Christine Lagarde. Christine Lagarde avait déclaré en 2010, c'était à la une du Parisien, on va peut-être la retrouver, la crise est terminée. Oui. C'était à la une, Christine Lagarde, la crise est terminée, à la une du Parisien, c'est comme pas rien. Et maintenant, vous avez Christine Lagarde qui explique à qui veut l'entendre, c'était encore il y a quelques jours, que maintenant la situation est devenue très difficile, que les banques devraient se ressaisir, et patati patata. Donc c'est exactement la même qui a retourné sa veste. Donc voilà, et en fait... Dans toutes les télévisions, les journalistes économiques, en fait, maintenant, passent leur temps à retourner la veste. Ils ne savent pas comment gérer les taux négatifs. Oui, mais ils vont chercher des boucs émissaires. Et en cherchant des boucs émissaires, ils vont chercher à s'exonérer de leurs responsabilités. Les boucs émissaires, vous savez que les musulmans, en général, ils ont là une cérémonie du bouc émissaire. C'est d'ailleurs concernant. On trouve ça aussi bien dans la Bible. Il faudra l'illustrer, pauvre bête. Alors, que les défenseurs des animaux se manifestent. René Girard a écrit beaucoup de choses là-dessus, sur le bouc émissaire. Mais ils vont chercher un bouc émissaire. Et ils vont se dédouaner, c'est-à-dire que Wall Street, l'oligarchie bancaire va se dédouaner, le pouvoir américain et les pouvoirs publics en Europe vont se dédouaner, mais qui va être le responsable? Qui, à votre avis? Écoutez, aujourd'hui, tout le monde retourne sa veste, c'est pour qu'il n'y ait pas de responsable, vous le savez bien. Le responsable, ça va être Poutine. Poutine va être le grand responsable. Depuis 2008, j'ai vu et très précisément que Wall Street a besoin de trouver un ennemi. Entre 2008, 2009 et 2010, le grand ennemi, c'était pas Poutine, c'était l'euro. Parce que l'euro faisait concurrence au dollar. J'ai tout le fil conducteur dans ma tête. Et à partir de 2011, 2012, là j'ai vu effectivement la situation se tendre et une politique anti-Poutine être mise en route, de manière à ce que Poutine devienne l'exutoire parfait, c'est-à-dire déclencher une guerre quelconque, une petite guerre, etc., de manière à masquer la faillite des banques et des assurances. Poutine va être l'exutoire parfait. Il est déjà d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. D'autant plus, mais nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, c'est que Poutine ne peut pas emprunter, et les banques, les agents économiques principaux en Russie ne peuvent pas emprunter sur les marchés internationaux car ils y sont interdits par la volonté des États-Unis. Mais pourquoi, à votre avis? Voilà, c'est pour les pousser à la faillite. Je rappelle simplement à tous les spectateurs que la baisse soudaine du cours du pétrole d'il y a 2-3 ans a été faite pour pousser Poutine et la Russie dans ses retranchements, avec l'accord des Saoudiens. Oui. Alors, sauf que, vous venez de le voir peut-être, nos téléspectateurs l'apprendront, eh bien, les Saoudiens et les Russes viennent de s'entendre sur un accord de cartel pour faire remonter le prix du pétrole. Ils n'ont pas le choix.
Ah, ils n'ont pas vraiment choix. Je doute quant à moi qu'ils puissent remonter durablement, hein, compte tenu que l'offre périphérique est très abondante, l'Iran notamment, qui est prêt à vendre à quasiment n'importe quel prix son pétrole. Mais revenons donc à l'actualité financière et économique, et monétaire. Pierre Jovanovic, qu'avez-vous encore dans votre panier pour cette rentrée de septembre en matière financière ? Dans la même logique, on a la déclaration du patron de la Deutsche Bank. Oui. Monsieur John Cryan. Monsieur John Cryan qui dit que si cette politique des banques centrales continue, avec sous-entendu de monnaie de singe pour chabier autant que tu veux, il y aura des conséquences fatales. Alors que le patron de la Deutsche Bank utilise fatal dans cette phrase, ça a été décodé bien entendu par tout le monde, fatal, ça veut dire explosion globale du système. Voilà. Il est bien placé pour le dire. Il est très bien placé pour le dire, lui-même il est déjà en faillite donc. Ils ont, je voyais récemment que la Deutsche Bank a, vous me direz si c'est le bon chiffre, 64 000 milliards de produits dérivés. Absolument. Alors, les produits dérivés, il faut quand même rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. C'est même des trilliards. C'est 5 fois le PIB de l'Europe. Ça, voilà. 5 fois le PIB, donc c'est une notion. Si, à un moment donné, et de toute façon, il va se passer des choses, je rappelle que la Deutsche Bank est ce qu'on appelle les crédits défaut swap. Oui. J'avais écrit un livre là-dessus. Voilà, les CDS. C'est une sorte d'assurance, mais sans les fonds. Hein. Voilà, je résume à la plus simple expression. Pour faire levier. Les Américains ont utilisé les CDS massivement pour voler les retraites des Allemands. Hein. Ça, c'est la chose numéro 1. La Deutsche Bank, c'est pour ça que la Deutsche Bank, aujourd'hui, est celle qui a le plus grand nombre de CDS dans son bilan, on va dire, hors bilan, hein, ce qu'on appelle OTC. Oui. Une faillite quelconque, une petite faillite ou Wall Street qui pèse de 3%, la Deutsche Bank vole en éclats. Elle n'a plus de capitaux propres. D'ailleurs, elle a été condamnée à 14 milliards il y a une semaine. Elle a dit qu'elle ne paierait pas. Donc, le ministère de la Justice a dit, bon, alors, 14 milliards, bon, c'est peut-être un peu trop pour vous, on va vous mettre en faillite, donc, allez, on vous propose 5 milliards. Ça s'est passé la semaine dernière. Oui, mais la BNP a payé 9 milliards. La BNP paye, mais la Deutsche Bank ne peut pas les payer. Non. Ne peut pas les payer, sinon elle se retrouve en sous-capitalisation. Je rappelle à tous vos spectateurs que le cours de l'action, qui sont également les miens évidemment, que le cours de l'action Deutsche Bank en 2007, juillet-août 2007, peu importe, était grosso modo à 100 euros. 100 euros. Voilà. Aujourd'hui, elle est à 11,98 €. Allez, on va dire 12, soyons fous. 12. Est-ce que vous imaginez le cours de l'action d'une banque qui tombe de 100 à 12 ? Mais c'est la faillite. C'est une banque qui est sur... John Cryan, il marche sur un fil. Vous voyez, il marche sur un fil, et le fil, c'est un rasoir. Vous voyez, c'est exactement comme dans Apocalypse Now. Vous avez le colonel là, qui dit « Je suis un escargot qui avance sur la lame d'un rasoir ». Voilà, c'est vraiment tout à fait ça. C'est exactement ça. Et cet été, il y a eu une autre étude. Alors, évidemment, elle a été publiée au mois de juillet, parce que c'est politiquement incorrect de dire des choses comme ça au grand public. Il ne faut pas que les gueux, on ne peut pas leur donner des informations, il faut leur donner du Loana et j'en passe et des meilleurs, du Game of Thrones. Et les trois banques les plus dangereuses en Europe aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, la médaille d'or, médaille d'argent, numéro 1, Deutsche Bank. Oui. Numéro 2, Société Générale. Oui. Numéro 3, BNP. Là, on parle de sous-capitalisation des banques elles-mêmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est même pas une banque grecque qui est sur le podium, c'est dingue. Absolument, on aurait pu penser que ce serait une banque grecque ou une banque espagnole, ou une banque portugaise. Les banques espagnoles et grecques sont... Montepaschi de Siena, même pas. Non, mais elles sont hors jeu. Elles sont même plus. Là, c'est des poids lourds. Ça rigole pas là. Non mais attends, mais c'est du délire. Mais surtout cette information, il fallait pas qu'elle soit diffusée. Alors, vous la retrouverez sur Quotidien, quotidien.com. Quotidien.com. Alors,
Mon cher Pierre, nos téléspectateurs vont essayer de se rassurer en disant bon, la Deutsche Bank, ça va pas aller. Mais vous voyez bien, vous avez des gens qui vous ont dit, que j'annonçais des mauvaises nouvelles. Oui. Hein, voilà, Cassandre. Mais un lecteur, alors je ne sais pas si c'est celui de la télé ou les mains, peu importe, mais il a dit une chose très intéressante. Il dit ce qu'on oublie, l'essentiel qu'on oublie avec Cassandre, c'est qu'elle avait raison. Ben oui, bien sûr. Elle avait raison. Le cheval de Troie, il allait rentrer. Voilà, il fallait s'en méfier. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qu'elle avait annoncé, Cassandre. Oui, enfin, entre autres. Hein, voilà. Mais alors, pour se rassurer, ils vont se dire bon, voilà, la Deutsche Bank, c'est privé. C'est le déni. C'est privé. Donc, on a quand même les banques centrales pour nous sauver. Elles sont là. Mais les banques centrales ne vous sauvent pas, elles vous détruisent avec la monnaie de singe. Mais bien sûr. Attendez, c'est l'exemple que je donne parce qu'il est très percutant. Les gens le comprennent vraiment très bien. Imaginez, vous allez travailler tous les jours et vous recevez votre fiche de paye à la fin du mois. Et à la fin du mois, alors je sais pas, on va dire vous gagnez, je sais pas, 3 000 euros ou 2 000 euros, on va dire 3 000 euros, d'accord? Eh bien, sur les 3 000 euros, vous avez votre patron vous garde 300 euros pour lui parce que c'est sa commission sur le fait qu'il vous fasse travailler. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose avec les taux d'intérêt. La même chose avec les taux d'intérêt négatifs. Et les gens ne comprennent pas, mais c'est volontaire parce que l'éducation monétaire a été enlevée aux gens. J'étais au Salon du Livre de Nancy, j'avais des étudiants en éco, etc. Ils me disent, monsieur, moi je suis en 2e, 3e année, jamais on a parlé de planche à billets. Ça a été John Law, on en a entendu parler une fois. Jamais. Non, mais, c'est incroyable. Si vous voulez... Alors, mec, ils vous donnent des équations tellement compliquées, les mecs, il faut être mathématicien, il faut avoir mais ça, c'est l'économie en France. On l'enseigne soit de façon mathématisée et les gens n'y comprennent rien, soit on n'évoque pas du tout ces réalités. Vous savez, je vais vous citer une petite anecdote et j'ai une pensée pour vous. J'étais chez un spécialiste médical qui me soigne, ça va bien, ne vous inquiétez pas. Et il me dit à la fin, expliquez-moi la monnaie, car je ne comprends plus rien. C'est un monsieur d'un bon niveau intellectuel. Je lui dis, écoutez, c'est très simple. Voici le titre de mon cours à mes étudiants. La monnaie, si proche, si lointaine. Vous l'avez dans votre poche. Vous avez l'impression qu'elle est proche de vous. Elle est même si votre portefeuille est à gauche, vous l'avez sur le cœur. Eh bien, vous ignorez tout de la monnaie. Oui, bien sûr. Vous ignorez tout de la monnaie parce qu'en réalité, sa création ne vous appartient pas. Elle passe par des arcanes complexes et mystérieux, ceux du pouvoir. Oui. Ceux du pouvoir. Mais alors justement, les banques centrales ne nous rassurent pas. Voulez-vous que nous énumérions avec vous leur bilan allez-y. Constitué de rachats, évidemment, faits aux banques commerciales. Justement, je l'avais abordé. Allez-y. Bon, commençons par la Fed. 4,45 trillions de dollars. Bon. La BCE, 3,7 trillions de dollars. Ça, c'est quoi? C'est leur bilan, ça? Oui, c'est leur bilan. C'est le bilan. C'est le bilan par rachat, évidemment, la contrepartie du QI. La Banque du Japon. Oula! Pas mal non plus. Oui. Alors là, ils sont harakiri, les mecs. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 4,4 trillions, pardon. Oui, la Banque du Japon possède 60%. Oui. Est-ce que vous imaginez ça? La Banque du Japon, à force de faire remonter, d'acheter les bons du Trésor de la France, d'acheter les bons du Trésor, surtout chez les actions Apple, IBM, machin, etc. En fait, maintenant, 60% des actions des propriétés japonaises leur appartiennent, grosso modo, à la Banque centrale. Voilà. Ouais. Et leur monnaie ne vaut plus rien, ou quasiment plus rien. Et la Chine? Pour terminer, 5,1 trillions de dollars, c'est le bilan de la Bank of China. Alors, on ne peut pas être rassuré du côté des banques centrales non plus. Ah non, ça pour ne pas être... voilà, j'avais écrit ça, tiens, comme dans les films de James Bond, parce que vous parliez de 007 tout à l'heure, où une organisation criminelle puissante aux moyens financiers illimités, on voit toujours ça dans les films, agit toujours. Le monde actuel dans lequel vous et moi vivons est passé progressivement des mains des petits porteurs et des bons pères de famille entre les mains criminelles des banques centrales.
Pas de James Bond, pas de Malcolinge, et encore moins de OSC 117 pour se battre contre elle. En effet, avec toute leur monnaie de singe émise massivement depuis 2008, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, elles ont racheté pour 25 trilliards de dollars. Voilà, 25 trilliards, ça fait 25 000 milliards d'actions, d'obligations et autres instruments financiers. Voilà. Et en fait, invisible ou pas, leur action, ce à quoi vous et moi, on a assisté, c'est surtout un transfert de propriété des petits porteurs qui ont été obligés de vendre. Et tout ça, maintenant, c'est dans les poches des banques centrales qui ont racheté ça avec leurs photocopieuses. C'est génial. Voilà. Eh bien, mon cher Pierre, nous allons faire une pause. C'est incroyable. Et dans une seconde partie, nous allons continuer d'explorer la planète financière. Alors, je rappelle juste, pour finir là-dessus, que les 25 trillions, en France, les Français payent derrière avec leurs vignobles, avec les châteaux, avec les hôtels particuliers, avec les immeubles, les terrains, les forêts, etc. Parce que tous ces enfoirés qui émettent de la planche à billets, monsieur à la Banque centrale du Japon. Ah oui. Non, la Banque centrale du Japon, c'est le pire, une engeance de vipère, comme dirait Mao. c'est ordure, c'est ordure. Dozo. Rachète les bons du Trésor avec de la France avec sa photocopieuse et nous on repaye, on les paye derrière avec nos châteaux. L'engeance de vipère, c'est le Christ l'avait dit avant Mao. Hein. Oui, engeance de vipère, très bon. Voici pour Non mais le Christ avait renversé les banquiers là devant le. Voilà. Ah oui. Il faut le rappeler. Et c'était d'ailleurs l'origine du mot banquier. Bien sûr. Les Italiens. Absolument, la banque. Banqueroute. Voilà. Banquerotta, c'est la banque. Le banc est cassé. Voilà. Le banc est cassé. Voilà. Banquerotta. Banque pourrie. Eh bien voilà. Alors, Pierre Jovanovic. J'ai retourné ma veste. Je l'ai remise à l'endroit. Justement, ces fameux banquiers qui siphonnent nos économies, là, comment ça se passe en France, là? Parce qu'on a des bons du Trésor, on a des obligations. Alors, tiens, avant de répondre à votre question, oui. Il y a exactement une semaine, un scandale énorme de siphonnage de comptes, comme vous dites. Imaginez la Wells Fargo. C'est la banque des cow-boys. Leur truc, c'est la diligence, les Dalton qui attaquent les banques, machin. Vous voyez, le Lucky Luke. Voilà, c'est ça. C'est une des plus grandes banques américaines. Voilà, c'est cool. Imaginez que la directrice de clientèle globale a demandé à ses 5200 chargés de compte de mettre à découvert 2 millions de clients pour générer des agios toutes les semaines et bien entendu des commissions d'intervention, comme on appelle ça en français, sur des chèques. 2 millions de clients. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des faux comptes. Un compte caché sur lequel, quand un client, par exemple, il avait, je sais pas moi, il lui restait 300-400$, il virait $300 ou même $100 sur ce compte. Et bien entendu, cela mettait mécaniquement la personne à découvert. Et comme elle pensait qu'elle avait 100 € de plus sur $100 de plus sur son compte, elle faisait un chèque, bien entendu supérieur, qui était rejeté. Voilà. 2 millions de personnes. Avec commission d'intervention. 2 millions de personnes. Est-ce que vous réalisez? Mais c'est même pire que ça, parce que ce qu'on n'a pas dit en France. Aux États-Unis seulement. Oui, c'est déjà énorme. Mais à quel point les banquiers sont des voleurs, c'est invraisemblable. Et parce que les Américains, il faut le savoir, l'AFP ne le précise pas, les Américains sont payés toutes les semaines. Contrairement, les Français sont payés à la fin du mois. Eux, ils sont payés toutes les semaines. Donc c'est autant, encore plus de chèques rejetés, etc., etc. Et ils ont donné des cartes de crédit à des gens qui ne l'avaient jamais demandé. Donc c'est autant d'abonnements par an. J'en passe des meilleurs. Bref, 2 millions de personnes ont été escroquées par leur propre banque. Vous imaginez ça? De vous faire avoir par votre qui vous crée un faux compte, qui vire votre compte positif dessus, l'argent positif, et vous met automatiquement à découvert. Mais c'est dingue. Il y a des procès, j'imagine.
Ah, il y a des procès, mais personne n'a été mis en prison. Mieux que ça, la personne qui était responsable de ça, vous verrez sa photo sur quotidien.com, elle a été remerciée, bien entendu, la DRH l'a convoquée, bon là il y a vraiment un gros scandale, donc on peut pas vous garder. Ils lui ont fait un chèque, tenez-vous bien, ça s'appelle vraiment le mot parachute doré, 125 millions de dollars. Pour partir. Voilà, ils lui ont fait un petit cadeau. C'est rien, c'est 0,001% des milliards que cette banque a gagné en volant leurs propres clients. C'est incroyable, incroyable. Et c'est une technique similaire à celle qu'utilise la BNP, Société Générale, etc. C'est-à-dire quand vous mettez en tant que spécialiste de l'informatique bancaire, etc., il y a encore 10 ans, vous faisiez un virement électronique, le lendemain, c'était sur le compte de la personne. Maintenant, oui. ils vous disent il nous faut 10 jours. Alors qu'en fait, c'est les fameux compensé. pas. Voilà. Et vous mettez un chèque à encaissement, les banques ont retardé le maximum. Ah oui, et ce qui leur permet de garder l'argent par devers eux. Et vous êtes à découvert. J'ai des milliers de courriers de lecteurs et de spectateurs qui me disent comment ils se sont fait avoir par leur banque avec un chèque à encaissement. Alors, je ne vous parle même pas d'un chèque à encaissement à l'étranger. Oh là là. Je ne saurais trop leur conseiller de se mettre en rapport avec France Consobank, que je reçois régulièrement à ce micro, sur ce plateau. France Consobank. Son président Michel Guillot vient souvent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association qui fait du très bon travail. Voilà, écoutez, le message, mais sa publicité est totalement gratuite. Non, mais c'est bien qu'il y ait une association comme ça. La question qu'on se pose, c'est est-ce que quelque part il y a des contre-pouvoirs? Non, il n'y a pas de contre-pouvoir aux banques. Les banques payent les politiques. J'étais au Salon du Livre de Nancy. À qui appartient le journal local? Ça appartient, ou du moins ça appartenait encore, il y a pas, mais je crois que ça appartient encore à une banque, je ne sais plus, le Crédit Mutuel ou je ne sais plus quelle banque. Cette banque possédait à peu près 5 ou 6 journaux régionaux en France. Quand un candidat fait ça au municipal ou même aux législatives, c'est quand même le journal local qui fait la différence. Tout le monde le sait. C'est pour ça que voilà. Et c'est le banquier qui est propriétaire du journal local. JP Morgan, la banque américaine, possède 9% de TF1. Tiens, voilà. C'est pour ça que les riches achètent les médias pour donner leur message aux pauvres. Et aujourd'hui, les banques ont pris le contrôle des médias parce que c'est la meilleure façon non seulement de contrôler les politiques, mais bien entendu de faire voter toutes les lois en leur faveur. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Vous avez vu un banquier en prison? Aucun. Non. Aucun. Pas que je sache, en tout cas. Non. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Et justement, pour revenir... tiens, justement, j'ai un papier là. Alors, c'était le 25 juillet. Donc, c'était en plein été. Voilà. J'avais mis un papier. Nos politiciens sont des bips. Ils garantissent l'anonymat des détenteurs de nos bons du Trésor. Puisque vous voulez parler des bons du Trésor. Bons du Trésor. Voilà. C'est pas moi le dire, c'est Isabelle Couette. Qui écrit dans Les Échos, je la cite, « La Banque de France livre une photographie très peu précise, j'aime beaucoup, des détenteurs d'emprunts d'État français. L'État a lui-même pris des dispositions légales pour ne pas identifier ses créanciers et leur garantir l'anonymat. » Voilà, c'est quand même incroyable de lire ça dans Les Échos. C'est bien, il se réveille. Moi, j'en parle depuis des années, mais le peuple français a le droit de savoir à qui il rembourse sa dette. Voilà. Mais en réalité, je sais pas, ça me paraît évident de savoir que ce sont les Américains avec leur planche à billets, que ce sont les Japonais avec leur planche à billets, et ainsi de suite, et les Anglais avec leur planche à billets. Ils possèdent une partie de la France. Absolument. Pourquoi on n'a pas le droit de savoir à qui on rembourse notre dette? Et la dette, c'est 60%. Eh ben non, ils ont voté les lois pour qu'on ne le sache pas. C'est pas innocent. C'est pas innocent, ça. C'est pour masquer la planche à billets. C'est pour enlever toute culture financière aux gens. On a une idée du pourcentage quand même, non? La totalité de la dette détenue, je crois que c'est 60-70%. C'est colossal. 30% de la dette française est achetée par les traders japonais et la Banque du Japon. C'est la monnaie de singe, c'est le yen. Oui, et une fois de plus, rappeler à nos téléspectateurs que la garantie des emprunts de l'État français, ce sont les impôts. Oui, ce sont. Voilà. Il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas que ça. Mais, et l'efficacité avec lesquelles ils rentrent. Donc le système des fonctionnaires des impôts, qui sont nombreux,
qui sont plus nombreux. Oh non, ils vont les virer. C'est obligatoire, ils vont les virer. Ah bon absolument. Le rendement la rentrée sera moins efficace. Une note très intéressante est passée. Je dois l'avoir ici. C'est la France doit faire 100 milliards d'économies dans les 3 ou 5 prochaines années, ne serait-ce que pour être à l'équilibre. 100 milliards. Ça veut dire qu'ils vont virer obligatoirement, ou ils ne renouvelleront pas les postes par le départ en retraite, donc c'est des postes non renouvelés. Au bout de 10 ans, ça fait des dizaines de milliers de postes. Même dans ce secteur, vous pensez qu'ils vont le faire ? Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Des impôts. Moi, j'ai énormément de gens du fisc qui suivent la revue de presse. Ils me le disent. Regardez le nombre de trésoreries locales qui ont été fermées. C'est vrai. Tout simplement. Trésor public fermé. Il n'y a plus de trésor public. Voilà. C'est le message implicite. Il est là. Il y a un trésor, mais il n'est plus public. Il y a un trésor, mais il n'est plus public. C'est surtout ça. Maintenant, c'est une dette publique. Ça doit être. On devrait service de la dette publique. Service de la dette publique. Ça existe d'ailleurs. Il y a un service de la dette, bien sûr, au ministère des Finances. Bon, alors tout ça, évidemment, n'est pas très encourageant, n'est pas très réjouissant et ne laisse pas d'inquiéter. Est-ce que pour autant, il n'y a pas un moment où le système va atteindre ses limites ? Il les a atteintes. Mais il les a atteints. Bon. Mais quel scénario vous voyez ? Remonter des taux, par exemple. Écoutez, ils vont être... Je pense, si Jamie Dimon, comme on en a parlé tout à l'heure, si Jamie Dimon, le patron de la JP Morgan, envoie le message public à Mme Yellen, il faut remonter... Et Larry Summers aussi. Voilà, tous, de toute façon, ils ont besoin de ça. Sinon, ils ne gagnent plus d'argent. Il faut que les gens comprennent qu'avec le tôt zéro, les banques ne gagnent plus d'argent. Les assureurs non plus d'ailleurs par définition. Voilà. Donc ils vont être obligés de remonter les taux, mais le problème pour la Banque centrale américaine, pour les autres d'ailleurs, si elle remonte les taux, ça fait il y a tout un effet domino qui se met en marche et il y a des gens, des sociétés, des entreprises qui vont sauter en l'air. Ils sont coincés. Quand vous utilisez la planche à billets, ça peut être bien, on va dire, à des petites mesures, vraiment une mesurette, comme l'avait fait De Gaulle. De Gaulle s'en est servi, mais il s'en est servi pour construire justement les TGV, les grands projets de la France. C'était surtout, c'était vraiment bien calculé. Et c'était pas la planche à billets tous les jours. J'ai raison. Même Keynes, je ne suis pas keynésien, mais Keynes a toujours dit que le cheap money, la monnaie à bon marché, la monnaie facile, c'était de toute façon du court terme. Il ajoutait, dans le long terme, nous serons tous morts. Bon. Oui, ça s'appelle, dans le long terme, there is a zero hedge. Dans le long terme, nous serons tous morts, absolument. Voilà. Mais bon, en attendant, les banques vont continuer de prospérer. Elles auront trouvé... Non, elles ne prospèrent plus, là. Non, alors, non. Justement, il y aura des faillites. Oui, bien sûr. Attendez, la Montepaschi de Sienne, c'est quoi ? Là, il y a, cette semaine, là, il y a encore deux banques italiennes qui ont été sauvées. Oui. Ils sont en train de vendre, pour 10 centimes sur l'euro tous les emprunts toxiques pour les débarrasser, et ils n'y arrivent pas. Les banques espagnoles sont en faillite. Santander, c'est une banque qui a licencié des dizaines de milliers de personnes. Et ils ne savent plus quoi faire. Nous sommes il faut bien comprendre que nous sommes, même si on le voit avec toutes les boutiques fermées, ça c'est clair. Hier j'étais rue du Faubourg Saint-Honoré, pas trop loin de l'Élysée. J'ai vu encore plus de restaurants, de boutiques fermées les unes à côté des autres. Maintenant il y en a de plus en plus. C'est dingue. Il y a l'effet terrorisme qui a joué au détriment de Paris aussi. Oui, mais c'est pas le terrorisme. C'est pas le terrorisme qui a fait exploser les banques. C'est pas le terrorisme qui a fait exploser la Montepaschi de Sienne. Oui, c'est le terrorisme qui est responsable de la faillite imminente de la Deutsche Bank. Je suis désolé. C'est le terrorisme, c'est un petit truc. On va dire ça pousse, mais c'est tout. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas entendu Mme Merkel sur la Deutsche Bank. Ah mais elle ne peut pas en parler. Elle ne veut pas en parler. Si elle parle de ça, tout de suite, alors là, effectivement, de toute façon, elle n'aura pas le choix. C'est soit elle nationalise la Deutsche Bank, soit elle la fusionne avec la Commerzbank, qui n'est pas dans un état meilleur. On pourrait imaginer, alors, une nationalisation, c'est pas dans les mœurs, dans les traditions allemandes depuis 1945. Parce que ça leur rappellera, évidemment, les années 30. Mais est-ce qu'il y aurait en Allemagne l'équivalent du docteur Schacht, qui sauva
Hajmar. Oui, qui créa le Reichsmark, oui. Après la... Non, c'est Hajmar Chart. Ah oui, Hajmar Chart. Oui, mais qui a créé le Reichsmark. Oui. Voilà. C'est comme dans Docteur Folamour. Oui, oui, exactement. Non, mais nous en sommes là, me semble-t-il. C'est-à-dire que... il y a... Alors... On en parlera dans la prochaine émission. Il y a une très belle photo de Hajmar Chart dans mon livre 666, derrière les grilles, oui, en prison. Le banquier central en prison. Oui. C'est trop fort. Oui, elle était géniale, cette photo. Mais c'est le seul qui n'a pas été condamné par le procès de Nuremberg, comme vous le savez. Oui, mais bon, les banquiers échappent toujours. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, alors... on évoquera les problèmes monétaires dans la deuxième partie de cette émission, puisque nous avons annoncé à nos téléspectateurs que nous ferons une deuxième émission dans la foulée, parce qu'il y a tellement de matière. Mais là, on a déjà abordé la question monétaire, on va la quitter, on reviendra sur le dollar en deuxième partie. Pour l'heure, quelles informations encore pouvez-vous nous donner, Pierre, sur l'état de la finance mondiale ? J'ai vu qu'il y avait des soucis aussi... bon, bien sûr, vous avez parlé des banques italiennes. Bon, vous avez, il y a les États-Unis sont quand même le pays le plus endetté du monde. Bien sûr. Bon, plus que la Chine, me semble-t-il. Non, c'est le plus endetté du monde, c'est les Japonais. Mais ce qui est intéressant avec les Japonais, c'est que la dette des Japonais, elle est tenue par les Japonais. Oui. Attention. Ils ont de la chance, ils sont propriétaires de leur dette. Ils sont pas idiots. Oui. Ils sont pas idiots, ils gardent quand même leur indépendance. Alors que la dette américaine... D'ailleurs, alors justement, c'est un très bon enchaînement pour la suite. Parce que vous devez faire une pause, je crois. Enfin, je peux vous le donner de tête, c'est que j'ai vu passer depuis à peu près une semaine des notes universitaires venant de Harvard, de Yale, etc. Ouais. Bon, le coup classique, hein, ça commence par une étude universitaire et ensuite ça devient réalité. Hein, voilà. J'ai vu passer qu'en fait les Américains commencent, enfin du moins Harvard, entre guillemets, les économistes d'Harvard et de Yale et de l'école de Chicago commencent déjà à travailler sur le fait que les États-Unis puissent faire défaut de paiement sur leurs bons du Trésor. Parce que de toute façon, à un moment, ils n'y arriveraient pas. C'est comme si... il faut comprendre que les Américains ont une dette, comme, je sais pas, un ménage. Vous avez une dette, on va dire, je sais pas moi, de 40 000 euros ou de 1 million d'euros pour votre maison. Hein, on dit n'importe quoi. Hein, 1 million de dettes. Et que, avec votre planche à billets, hein, vous imprimez et vous remboursez votre propre dette. C'est comme ça que ça marche. Le problème, c'est qu'avec les intérêts, le taux d'intérêt, depuis 40 ans, là, ça a déjà, enfin, moi, je veux dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça leur pose déjà un problème colossal, massif. Alors, les taux d'intérêt, ça a le seul avantage pour eux, c'est que ça abaisse leur niveau de dette. Et en plus, en ce moment, les Américains ont du mal à vendre leurs bons du Trésor. Et bien pourtant, ces bons du Trésor sont achetés par la Chine. Elle les achète plus. Alors, très peu. Oui, mais il y a un mouvement de retour des dollars vers les États-Unis. Ça s'est fait il y a 15 jours. J'ai vu passer je crois que c'était Reuters, comme quoi les banques centrales du monde ont vendu massivement du bon du Trésor américain. Donc les Américains ont été obligés de le racheter, ce qu'on appelle sur le second marché. Voilà. C'est un peu, ça semble compliqué, mais en fait c'est pas du tout. C'est juste on rachète de la fausse monnaie. On est obligé. Vous savez, c'est un peu comme un bijoutier qui vous vend du faux or, hein, et puis vous retournez le voir et vous lui dites tiens, espèce d'enfoiré, tu m'as vendu une fausse bague en or, donc je te la rends. Et puis le mec, il vous le rembourse. Bon. Avec l'argent qu'il a créé. Tout va bien. Mais on en est là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis fasciné. Je suis fasciné par ce qui se passe. Et en même temps, pendant ce temps-là, la France, bien entendu, pour payer cette planche à billets, elle vend ses bijoux de famille. Alors tiens, j'en ai un là. Regardez, le PDG d'Air France vend ses bijoux de famille. Voilà. Alors, ils vendent, tenez-vous bien, Cervère.
Ah oui, Cervère, oui. Cervère. Alors, vous savez, Cervère, vous l'avez tous vu sur les pistes d'atterrissage. Les containers qui apportent la nourriture, les Exactement, services, mais Cervère, c'est quelque chose, on me l'a expliqué. Oui, c'est une belle entreprise. Les gens d'Air France me l'ont expliqué. Cervère, c'est quelque chose de très important. Ils savent gérer la chaîne du froid. Oui, notamment en Afrique, etc., dans les pays très chauds, c'est pas du tout évident. Eh bien, ce savoir-faire, va être vendu à des Chinois, je crois. Voilà. Toutes les grandes entreprises françaises sont vendues. Vendues à des pays pour que nous, on puisse rembourser la dette pourrie qui a été faite déjà en photocopieuse. Et nous vendons aussi nos aéroports. Bah, évidemment. Lyon, Toulouse ont été vendus. Tiens, cet été, pardonnez-moi, c'est quand même l'information la plus importante. Cet été, ils ont EDF ou Engie, parce que je comprends même plus rien. Ils ont tout vendu, revendu. Je ne sais même plus qui. Engie, c'est pas EDF. Non, c'est voilà, mais bon. C'est l'ancienne Suez. Je vous dis global dans l'ancienne idée EDF, donc électricité de France. France est un mot interdit, bien entendu. Donc ils vendent la société qui s'occupe de la maintenance des lignes à haute tension. C'est un truc hautement stratégique. Oui, ça dépend les lignes de haute tension. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, si vous, je sais pas, c'est de la souveraineté nationale, c'est de la défense nationale même. Eh ben non, on le vend. Je crois qu'ils vont le vendre à des Américains. Alors c'est ERDF. Au secours. Parce que le système de maintenance dépend de ERDF. Donc, je ne sais plus quel est le nom de la société, peu importe. C'était cet été. C'est comme Alstom. Au 15 août, ils ont balancé l'info. Tiens, on va vendre la filiale d'EDF qui s'occupe de la maintenance. C'est génial. Et puis en plus, là, c'est du cash. Là, c'est beau. Mais pourquoi ces entreprises ne peuvent pas rester en France? Parce que nous avons été endettés par la planche à billets des Américains. Aujourd'hui, la France est une possession américaine. On peut dire ça comme ça. De ce que je vois dans mes informations, depuis 2008, si en 2008, avant l'explosion de Wall Street, on avait encore une certaine forme de souveraineté et d'indépendance, depuis l'explosion de Wall Street, on l'a totalement perdu parce que nous avons été obligés de vendre tous nos bijoux de famille. Et ça continue en ce moment même, à l'heure où on parle. Vous avez des exemples, non? Déjà, rien que le fait que Air France vende Cervère, le fait que l'électricité de France vende la société c'est déjà des exemples colossaux. C'est de la souveraineté nationale. Quel besoin Air France avait-il besoin de vendre Cervère? Aucun. Strictement aucun. Curieux. Alors, le Air France dit « Ah oui, mais c'est à cause des grèves. C'est à cause des syndicats que nous sommes obligés de vendre Cervère. C'est à cause des centaines de millions d'euros qu'on a perdus pendant la grève d'une semaine du mois de juillet ou de cet été. Ouais. Il y a toujours un bon prétexte. Oui. Il y a toujours un bon prétexte. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de vendre Cervère va aider. De mon point de vue, les grèves ont quand même fait perdre de l'argent à Air France. Bien entendu, mais ce n'est pas une raison pour tout vendre. Non, en effet, bien sûr. C'est pas une raison pour tout vendre. Regardez Alstom. Regardez Alstom, les gens d'Alstom, les ouvriers d'Alstom, alors que c'est vraiment d'une grosse magouille américaine. Les Américains voulaient mettre la main sur Alstom, ils veulent mettre la main sur les brevets. C'est exactement la même affaire que j'ai suivie il y a 20 ans avec Alcatel. Alcatel qui a été racheté par Lucent, AT&T, etc. Pourquoi? Parce que Alcatel avait des brevets absolument fabuleux sur le traitement de la fibre optique. Les Américains avaient besoin, ils ont dit, tiens, on va racheter Alcatel. Comme ça, on est propriétaire de tous les brevets. On n'a même pas besoin de les payer. Et ça n'a pas d'ailleurs été pour le meilleur, puisque avec Lucent, ils ont eu des problèmes. À l'époque, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de ces brevets. C'était la même chose pour la carte à puce. La carte à puce était une invention française. Une invention française. Oui. Il y a eu une opération absolument massive de la CIA sur cette affaire, au point que la DST à l'époque, de Direction de la Surveillance du Territoire, s'en était plein. Oui. Et la DST a reçu des ordres comme quoi de fermer les yeux. Et résultat des courses, Gemenos, Gem Plus, à l'époque ça s'appelait Gem Plus, est passé entre les mains en Californie. Voilà. Tout le savoir-faire français, dès qu'on invente un truc, on nous le vole. Les Américains nous le volent. Alors, vous savez que c'est pas nouveau. Même à la fin du 19e siècle, ça nous arrivait déjà. Avec le cinéma, avec le microfillon,
Oui, mais à la limite le cinéma, parce que les gens n'y croyaient pas. Ça, c'est autre chose. Oui. Il y a des choses, il y a des inventions comme ça. Par exemple, la boîte automatique dans les voitures est une invention d'un ingénieur français. Ouais. Et Ford, je crois que c'est Ford qu'il avait copié. Ils lui ont pas payé des droits. Ils ont refusé de lui payer des droits d'auteur. Ils ont utilisé son invention. Et il y a eu un procès qui a duré 15 ans, je crois. Et finalement, au bout du compte, il a gagné. Donc c'est la méthode américaine, c'est des cow-boys. C'est des cow-boys, vous le voyez, à Wall Street, c'est des cow-boys. Souvenez-vous aussi, nous avons perdu Péchinet. Voilà, exactement. Péchinet, Eugene Kuhlmann, voilà. Je me souviens, c'était un des fleurons industriels. N'existe plus, dépouillé, détruit. Racheté par Alcoa, société canadienne. Mitterrand, le bras droit de Mitterrand aussi, avait fait une très belle opération là-dessus. Absolument. Ça, je m'en souviens. Max Terret, c'est ça? Exactement. Max Terret. Fondateur de la FNAC. Mais ils avaient été déjoués par un ordinateur de Wall Street, comme vous le savez, nos téléspectateurs s'en souviennent peut-être. Il y avait un petit logiciel qui prévenait qu'il y avait des achats tout à fait exceptionnels sur un titre. C'était le titre qu'allait racheter Péchinet aux États-Unis, c'était la société Triangle. Voilà, le fameux scandale Triangle. Voilà, Triangle qui possédait American Can et mais c'est incroyable. National Can. Toutes les entreprises françaises et puis tout ça a été repris ciblées. Toutes les entreprises françaises sont ciblées. Celles qui ont une importance stratégique ou qui font de l'ombre aux États-Unis sont détruites. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose. Si les Américains pouvaient détruire Venise simplement pour le ramener chez eux, ils le feraient. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont construit Venise à Las Vegas. Ils ont construit la Tour Eiffel. Exactement. C'est pas innocent tout ça. Oui, et c'est le thème du film de Orson Welles, le Citizen Kane, qui reconstitue un château. Exactement. C'est une histoire vraie, c'est Hearst. C'est la famille Hearst. C'est le grand patron de la presse, exactement, de mania de la presse, Hearst. Et c'est juste entre San Francisco et Los Angeles, absolument. Magnifique film. Très. Vous en connaissez des choses, hein. Incroyable. Comme vous, mon cher. C'est mon métier, c'est journaliste, donc on traite tellement d'infos que ça reste en tête. Ben voilà. Alors Pierre, vous allez diffuser l'excellente parole que vous nous avez donnée au cours de cette émission dans plusieurs villes de France. Quelles sont-elles ? Alors, justement, j'ai des signatures. Alors, j'ai rendez-vous à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc le 1er octobre, samedi 1er octobre. Le Mans le 29 octobre. Valence le 26 novembre. Et à Paris, donc voilà, donc à tous les, parce que ça m'a vraiment demandé. Donc c'est un événement spécial Noël. Quelle date ? Le 17 décembre. Donc 17 décembre. Voilà, donc vous avez les adresses sur quotidien.com. Et là, ça sera au 77 à Paris, ça sera au 77, oui, un 77 boulevard Montparnasse. C'est juste en face de la gare Montparnasse. Voilà. Parfait. Donc toujours de 14h à 18h. En attendant, donc la très prochaine émission. Merci Pierre. Merci à vous. À tout à l'heure.